Plaisir renouvelé d'être avec vous sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Il est 8h et vous êtes à votre émission d'analyse et décryptage. 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct sur la page Facebook. Nous sommes également accessibles en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège. Bonjour Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Et comme annoncé hier, la présente convocation va s'intéresser à la crise qui secoue le système éducatif depuis quelques mois. Une crise née des nouvelles réformes entreprises par le gouvernement dans l'organisation des examens et concours scolaires. Quel est le bien fondé de ces innovations? Qu'est-ce qui coince dans sa mise en œuvre? Crise de confiance entre les acteurs ou déficit de communication? Notre convoqué du jour est le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro. Bonjour et bienvenue. Bonjour président. Alors nous allons sacrifier à la tradition en ouvrant cette émission avec la première partie, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Merci président. Mon avant-propos va concerner l'inauguration officielle du tribunal de grande instance Ouaga 2 qui est un grand, c'est vraiment une grosse bâtisse installée à Kampala qui a été officiellement ouverte avec le président du tribunal et le procureur installés. Donc c'est aussi ce pôle-là qui va connaître également les affaires liées aux questions de terrorisme avec un procureur formé sur ces questions-là par rapport aux questions liées au terrorisme, je dis bien. Donc il y a longtemps que les uns et les autres se posent des questions, est-ce que finalement on aura des jugements parce qu'il y a une prison de haute sécurité. Après, au début, c'était de dire que le phénomène a surpris, le dispositif légal, l'appareil judiciaire ne permettait pas de régler ça. Et à un moment donné, toutes ces questions, il a été dit que c'est réglé, la loi est là. Donc, et beaucoup se posent la question à quand le jugement. Et pour beaucoup d'acteurs qui se sont investis dans le domaine des droits humains, bon, dès lors que vous prenez des gens soupçonnés à tort ou à raison donc d'être des terroristes ou de ne pas être de complices ou pas et qu'ils ne sont pas jugés pendant longtemps, à un moment donné, ça pose aussi un problème de droits humains par rapport à leur détention. Donc, et comment est-ce qu'on vit ailleurs? Il y a des tribunaux spécialement pour juger des questions de terrorisme. Donc, le Burkina est en train aussi de faire son chemin. Donc il y a eu cette inauguration officielle, mais aussi qui permet de faire un pas en avant par rapport à une telle situation. Mais en même temps aussi, l'inauguration de ce TGI Ouaga 2 permet un désengorgement. Parce que Ouagadougou, tout était concentré pratiquement au niveau du tribunal de grande instance. Ouaga 1 maintenant, bon, comme il y a 1 et 2, Ouaga 1, alors que la population de Ouagadougou, elle est agrandie, elle est devenue plus nombreuse. Les questions de jugement et les demandes d'actes administratifs au niveau de l'appareil judiciaire, c'est beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc je pense que c'est aussi bien de songer à désengorger par rapport à comment on appelle ça, à cette situation. Et ce n'est pas seulement le milieu judiciaire, il y a plusieurs autres services qui ont besoin effectivement de ces désengorgements-là. Et c'est aussi un pas en avant de rapprocher la justice du justiciable. Donc l'essentiel c'est que tout ce qui doit être fait là-bas, donc que le droit soit dit et puis pour qu'on puisse passer véritablement à toute autre chose. C'était ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Merci juge Bougma. Juge Vaha, nous sommes à vous. Oui, mon avant-propos va concerner le discours sur la situation de la nation d'hier du Premier ministre. Ça a été pour moi un discours quand même assez suivi. Il avait 1 heure, il a fait 55 minutes. Il a donné en tout cas la photographie de ce qu'on peut penser du Burkina, donc de son état de santé, et puis sur les quelques problèmes, proposer des solutions et puis donc dégager les perspectives. Je dis ça a été suivi du constat que moi j'ai fait en tout cas, et il y avait eu beaucoup d'intérêt à la lecture et à l'appréciation du gouvernement sur la situation de la nation. On a parlé d'un taux de croissance de 6,2 moyen dans les périodes précédentes, mais qui rechute en 2020 à 2,5 avec une inflation quand même maîtrisée à 1,4 si ma mémoire est bonne, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la hausse du prix du carburant et les dénonciations aussi concernant le niveau de la vie de plus en plus cher et tout. Et bon,
Et ce qui a été aussi pour moi l'un des moments forts, c'est quand même les échanges. Et on a vu des députés aussi qui n'y sont pas allés du dos de la cuillère, qui ont posé les problèmes notamment sur la question de la sécurité. Je leur rappelais Albinda, Tinakov et d'autres, où les besoins sont pressants avec les déplacés et tout. Donc c'était pour moi un débat très intéressant. C'était quelque chose qui avait déjà été, qui a été très suivi. Moi, c'est déjà le point positif que j'y mets, parce que par moment, quelquefois, il y a des rencontres que beaucoup trouvaient assez fastidieux, et puis bon, pas forcément d'intérêt, parce que bon, c'est entre eux, les politiciens, ils vont pas tous se parler là-bas et tout. Alors que c'est de la vie de la nation qu'on est en train de parler. Donc cet intérêt, pour moi, c'est déjà un point positif. Et puis bon, vous savez, hein, il y a aussi que les intérêts ailleurs. Ce qui a le plus circulé sur la toile, c'est plutôt le ministre de la Défense, dans une posture qui ferait croire qu'il dormait. Bon, ça a été commenté, mais le plus important pour moi était ailleurs. C'était dans les débats qu'il y a eu et tout, et l'intérêt encore pour moi était positif. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour ceux qui nous prennent en marche, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est notre convoqué du jour. Stanislas Ouaro, bonjour et une fois de plus, merci d'avoir honoré notre convocation. Alors, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois avec justement la crise qui secoue votre département ministériel et plus précisément le système éducatif. Déjà, comment se porte le ministre Ouaro, comment vous gérez cette hypermédiatisation? Non, je me porte très bien. Et ça, c'est le cadeau le plus précieux que Dieu nous donne. C'est d'abord la santé. Tout ce que nous faisons, c'est autour de la santé. Donc, je me porte bien, ma famille aussi. Et donc, ça, c'est assez important. Maintenant, fatigué, oui, par moment, c'est normal parce que la charge de travail, c'est un ministère quand même qui a 119 000 agents, qui a autour de 5 millions d'élèves et qui est le plus déconcentré, avec une crise sécuritaire qui affecte le système et tout, avec pas mal de défis et des échanges avec autour d'un certain nombre de préoccupations de partenaires sociaux. Nous avons 28 structures syndicales, même si certains pensent que c'est le ministre qui les a fabriquées. Moi, quand j'arrivais, il y avait au moins 25 structures déjà, et puis il y en a qui se sont créées après. Donc, c'est dire que la charge de travail est énorme, mais tout va bien, ça va. Maintenant, pour ce qui est de l'actualité, c'est tout à fait normal. Hein. Vous savez que si vous ne pouvez pas affronter ces questions, mieux vaut partir. Et nous sommes tous burkinabés, nous avons des ambitions pour ce pays, nous avons envie que ce pays puisse aussi se développer comme les autres pays, puisse progresser. Et lorsque le président du Faso, qui a été élu sur la base de son programme, vous fait appel pour mettre en œuvre certains chantiers de son programme, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais le remercier et à ce niveau, donc m'engager toujours à travailler pour mettre en œuvre, donc c'est pourquoi j'ai été invité. D'accord. Alors des réformes annoncées dans l'organisation des examens et concours scolaires, des réformes qui ne sont pas bien comprises en tout cas par certains acteurs, notamment des élèves et aussi des syndicats d'enseignants. Déjà pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde aujourd'hui, qu'est-ce qui change avec ces réformes, monsieur le ministre? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour spécifiquement cette année, c'est la question de la suppression de sujets au choix en SPT, en histoire-géographie, au niveau du brevet d'études du premier cycle. Ça, c'est la question qui fâche. Sinon, il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées depuis l'année dernière. L'année dernière, il y a eu une réforme, personne n'en a parlé. Ça a été discuté en encadreur, ils ont adopté. C'était la réforme donc de l'évaluation en cours d'apprentissage dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que justement, ces élèves de l'EFTP, vous prenez par exemple ceux qui sont en génie civil ou en mécanique, auto, maintenance véhicules automobiles et autres, ils font de la théorie mais la pratique aussi dans des ateliers. Et pendant l'examen, ils font aussi de la pratique qui est évaluée. Et on a travaillé à faire en sorte que l'évaluation qui est faite en cours d'apprentissage, c'est-à-dire dans les classes pendant l'année scolaire, ces notes-là soient celles qui soient utilisées pour l'examen. Et cette réforme, donc, nous avons, et toutes les réformes, c'est discuté aussi bien par donc, la Direction générale des examens et concours du ministère, avec l'ensemble des encadreurs pédagogiques qui sont invités de partout, et l'office du baccalauréat aussi. Et donc ça a été fait depuis l'année passée, c'est une réforme vous n'avez rien entendu et tout, ça a été organisé, ça s'est mis en œuvre et ça fonctionne depuis l'année dernière. Alors pour cette année, il y a beaucoup de réformes. Il y a la question du certificat d'études primaires avec la réorganisation des SEB. Il y a une réforme à ce niveau qui demande que tous les présidents du jury puissent remettre au chef de circonscription d'éducation de base, qui peut ne pas être un président du jury, parce qu'il peut ne pas être un encadreur de l'enseignement primaire, et donc les différents documents à la fin de la session pour qu'ils puissent les acheminer.
il y a au niveau donc des épreuves sportives, du BPC, du CAP, du BP et tout, donc où les on va dire les dispenses sont délivrées par le directeur provincial. C'était avant le directeur régional et autres. Et il y a aussi donc l'aspect que les dossiers et la gestion du BPC est organisée désormais par les directions provinciales, puisque nous en avons maintenant. Donc on rapproche en fait des candidats, donc des structures, parce qu'avant c'était au niveau régional. Donc il y a un certain nombre de réformes comme ça. Il y a aussi une réforme parce que nous avons introduit dans l'enseignement technique et professionnel une belle réforme qui nous permet donc d'introduire dans des établissements d'enseignement généraux des filières d'enseignement technique en mélange que nous appelons seconde C' et ensuite première D'. Et ça débouche sur en fait, la participation au brevet d'études professionnelles. Ce n'était pas acté, nous l'avons acté. Maintenant, la question du choix du sujet unique qui est querellé aujourd'hui a fait l'objet d'un atelier. Ce n'est pas en fait une commande du gouvernement, c'est une commande des enseignants et des encadreurs pédagogiques de ce pays. Et nous avons organisé un atelier, moi j'ai tous les documents ici, nous avons organisé un atelier qui s'est tenu à Lumbila du 9 au 11 novembre 2020. Donc l'atelier portait sur la concertation pour l'adoption d'épreuves uniques de sciences de la vie et de la terre et d'histoire-géographie au BPC et au baccalauréat. Et quand vous prenez donc les TDR de cet atelier, vous avez une 60aine de participants. Chaque région était représentée. Par exemple, quand il parle à Bout du Moun, il y a un encadreur d'histoire-géographie et un professeur de sciences de la vie et de la terre. Quand vous prenez donc le centre S par exemple, il y a un encadreur de sciences de la vie et de la terre et un professeur d'histoire-géo. Donc toutes les régions étaient représentées par 2 spécialistes des 2 disciplines concernées. La direction donc de l'encadrement pédagogique du ministère était représentée par 4 personnes, la direction de la recherche du ministère en charge de l'éducation par 2, l'office du baccalauréat par 2 personnes, notre direction des examens et concours par 5 personnes, la fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation et de la recherche, la FSINTE, était représentée par 1 personne, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, le SNES, 1 personne, le SINADES, qui est le syndicat des encadreurs pédagogiques du secondaire, 1 personne, et le syndicat des professionnels de l'enseignement secondaire et supérieur, le SPES, 1 personne. Ils étaient tous représentés à l'atelier. Et à cet atelier, donc, l'exposé a été fait. Et je me souviens ici, je prends en fait le rapport général de l'atelier qui a été adopté par les participants à la fin de l'atelier. Et je vais vous présenter des éléments à l'intérieur. Premier élément, qu'est-ce qui est dit? Après l'exposé du directeur général des examens et concours du secondaire, le directeur de l'office du baccalauréat, le professeur Somdouda Sawadogo, a remercié d'abord notre direction générale pour l'invitation et ensuite salué la tenue de cet atelier, en ce sens qu'à partir de 2025, l'UEMOA compte harmoniser l'organisation du baccalauréat dans la sous-région. À cet effet, l'épreuve unique pour toutes les matières a été retenue au niveau de l'UEMOA. Donc même si on va aux assises, ce n'est pas une question qui peut être tranchée aux assises. Nous sommes dans un espace commun qui a adopté quelque chose. C'est informer et voir comment on va. Donc je vous dis ça. Et donc, ça permet effectivement d'engager le processus. À la suite de cela, donc les participants ont été bien édifiés par la communication, suivi des échanges et adhèrent à l'administration d'une épreuve unique en SVT en histoire géo, même si le représentant de la FSINTER a tenu à émettre au nom de sa structure quelques réserves en se fondant sur la nécessité, pas de discuter avec des apprenants, sur la nécessité de sensibiliser les différents acteurs avant le changement envisagé. Ensuite, à la fin maintenant de tout, ça c'était à l'exposé, le premier jour, après ils sont allés en atelier, ils ont travaillé. Voilà les recommandations. Première recommandation, considérant la nécessité d'établir plus d'équité entre les candidats, considérant la pratique de classement en vue d'une promotion des candidats, considérant la nécessité d'améliorer la qualité des épreuves aux examens scolaires, nous, participants de l'atelier de concertation pour l'adoption de l'épreuve unique en SVT en histoire-géographie organisé par la DGEC à Lumbila, recommandons l'institution d'un sujet unique en SVT en histoire-géographie aux examens du BPC et du baccalauréat fait à Lumbila le 11 novembre 2020, les participants. Deuxième recommandation, considérant la nécessité d'adopter l'épreuve unique d'histoire-géographie aux examens scolaires, considérant les limites de la synthèse et du commentaire à couvrir les programmes d'enseignement de la discipline, nous participants de l'atelier de concertation pour l'adoption de l'épreuve unique en SVT et histoire-géographie organisé par la DGEC à Lumbila, recommandons la relecture des textes régissant les épreuves d'histoire-géographie aux examens scolaires en vue de diversifier les types d'items dans les dites épreuves, fait à Lumbila le 11 novembre 2020 les participants. Et ils ont demandé un soutien institutionnel dans le PV. Ce qui fait que
effectivement, en novembre 2020, après cet atelier, nous avons pris un arrêté pour consacrer donc l'organisation et l'administration de ces sujets uniques. Donc quand on dit c'est faux, et les participants se sont engagés à porter la sensibilisation. La sensibilisation a commencé, elle s'est faite. Je vais revenir là-dessus après quand on va discuter, parce qu'il y a des élèves qui ont dit non, que quand on les sensibilise, on n'arrive pas à les convaincre. C'est ce qu'ils disent, bon ça je le dis comme ça en passant. Donc ça c'est la partie choix de sujet unique. Donc ce qui a été fait. Donc ce sont les encadreurs pédagogiques. Moi je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation. Je parle des faits. C'est eux qui ont demandé. Et c'est sur la base de constats et d'un certain nombre de choses qui sont contenues dans le PV. Ils ont leur liste et tout est connu. Ils ont demandé cela. Maintenant la deuxième situation, c'est la question du baccalauréat. Alors au niveau du baccalauréat, il faut dire que le président du FASO, dans son programme de société 2021-2025, a organisé son programme en 10 chantiers. Et le 6e chantier, c'est asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain. Dans ce chantier-là, à la page 37, il a dit clairement qu'il a édicté un certain nombre d'engagements qu'il va prendre et il a dit tout cela sera donc complété par l'arrimage du baccalauréat au ministère en charge de l'éducation comme diplôme terminal conformément aux dispositions communautaires, ce qui est mis dedans, donc de la CEDEAO. Alors, dès que cela a été fait, aussi bien le parti au pouvoir que tous les partis alliés qui ont défendu sa candidature ont défendu son document de société, à moins que certains n'aient pas lu. Alors, après cela, en début février, donc le 1er février précisément, le président du FASO et le Premier ministre ont pris un décret présidentiel pour consacrer les attributions des membres du gouvernement. Et conformément à son engagement, il est mis justement quelque part dans les attributions du ministre en charge de l'éducation nationale, l'organisation de l'examen du baccalauréat. Dès que moi j'ai vu justement cette attribution me concernant, j'ai immédiatement dit à mon collègue qui est le ministre en charge de l'enseignement supérieur, il est là, vous pouvez lui demander. J'ai dit, effectivement, je vois les attributions, je dois organiser le baccalauréat, mais au regard du délai assez avancé, nous on n'est pas en mesure d'organiser le baccalauréat cette année. Il faut qu'on travaille ensemble, à travailler à ce qu'il soit organisé en 2022, pour que les gens ne disent pas, voilà, on leur a confié l'organisation du baccalauréat, ils n'arrivent pas à le faire. Et donc, quand ce décret est apparu, c'est là que les choses ont commencé. J'ai d'abord été interpellé par des collègues de l'enseignement supérieur. Je ne dirai pas les noms et tout, qui ont voulu comprendre ce qui s'est passé. Parce que les gens ont véhiculé des informations fausses me concernant auprès de mes collègues de l'enseignement supérieur, parce que je suis universitaire, comme quoi j'essaie de retirer tout ce qui est avantage de l'enseignement supérieur pour l'amener au ministère de l'Éducation. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le programme. Et même si j'avais participé à la rédaction du programme, ce qui n'a pas été le cas, je ne peux pas être un devin pour être convaincu que après, d'abord que le président va être élu, on s'est battu pour qu'il soit réélu. Deuxièmement qu'il va nommer un premier ministre et que ce premier ministre-là va me prendre dans son équipe gouvernementale et surtout me mettre comme ministre en charge de l'éducation. Donc je ne peux pas m'asseoir, même si j'ai été invité, pour tailler des trucs sur mesure dans un département et aller le faire. Et donc quand les bruits ont commencé, les gens ont demandé au gouvernement de communiquer. C'est vrai qu'on nous accuse de n'avoir pas communiqué tôt. Certains de vos confrères, quand on a fait la déclaration liminaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au regard de ce qui se disait, j'ai dit au Premier ministre, je suis prêt à aller communiquer, mais je souhaiterais que mes collègues comprennent que je suis là pour mettre en œuvre une mission qui m'a été confiée par vous et par le président du FASO. Parce que j'ai été frustré par ce que j'ai entendu. Et je lui ai dit, je souhaite qu'il y ait une concertation avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur, avec le docteur Mathias Sommet, qui est le conseiller spécial du président du FASO, en charge du bureau de suivi du programme présidentiel, qui a coordonné la rédaction du programme, pour qu'il vienne nous expliquer comment le programme est élaboré, ceux qui ont travaillé là-dessus, et quelle était la vision du président du FASO quand il prenait cela. À partir de ce moment-là, si le ministre de l'enseignement supérieur et moi, on a bien compris les tenants et les aboutissants, on peut aller communiquer. Cette rencontre a eu lieu le 16 mars 2021, c'était un mardi, dans le cabinet du Premier ministre. Il y avait à cette rencontre, le ministre de l'enseignement supérieur est venu avec le directeur de l'office du baccalauréat, le vice-président de l'université Joseph Kizerbo, chargé des enseignements, qui est le technicien maison du baccalauréat, et le président de l'université Joseph Kizerbo.
Le docteur Mathias Somé était là, j'étais là, et le ministre de la Communication ici était là. Le docteur Mathias Somé a expliqué. On est parti de... Donc, c'est important que je dise cela. Il a expliqué, et je dis, je n'ai pas participé à la rédaction, mais en tant que ministre en charge de l'éducation, au regard des missions qui m'ont été confiées, au regard de mon contrat d'objectif, au regard de l'engagement que le président du FASO est chose, je travaille à mettre en œuvre, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Si c'était un autre ministre ou vous, c'est la ligne qui est tracée qui va aller. Donc, le truc querellé, c'était ça. Sinon, depuis novembre jusqu'en février, il n'y avait aucun problème, même sur la question du choix du sujet, les sensibilisations se faisaient. Et quand on a fini, même avant donc, notre déclaration liminaire, j'arrive. J'ai des collègues qui avaient souhaité sortir communiquer, des collaborateurs et tout. Je leur ai dit non, nous allons préparer une déclaration liminaire. Quand la déclaration liminaire va être faite, quand elle va être faite, vous allez utiliser maintenant cela pour le faire. Et donc quand on a fini la déclaration liminaire, le 18 mars, j'ai envoyé cette déclaration à chaque directeur régional pour dire, vous allez communiquer, vous rencontrez les directeurs provinciaux, vous communiquez avec eux. À leur tour, ils vont rencontrer les proviseurs, les chefs d'établissement, qui vont rencontrer chaque acteurs de la communauté éducative pour expliquer les tenants et les aboutissants. C'est la meilleure façon de le faire. Et vous pouvez vous renseigner dans Ouagadougou, ça a été fait. Mais il y a des élèves qui disent non, quand le proviseur rentre dans l'établissement, dans la classe, quand il explique, ils ne sont pas convaincus. Certains, donc, on va dire, certains militants donc, de l'AESO qui le disent, etc. Donc j'ai voulu restituer la chose. Et quand ça a été expliqué, je pense que tout le monde a compris la vision, l'organisation. Et la vision, c'était quoi? La loi d'orientation de l'éducation, en son article 25, dit quoi? Dit que l'enseignement secondaire est sanctionné par un examen terminal qui donne droit à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre de capacité qui ouvre la porte, qui permet l'accès à l'enseignement supérieur ou à la vie professionnelle. Et qu'un décret viendra le préciser. Pour l'enseignement supérieur, ce qui est dit, c'est la réforme LMD. Parce qu'il y a une directive de l'UEMOA, en son article 1er, qui a dit clairement que, et je vais vous la lire clairement, elle dit la chose suivante. La directive numéro 3/2007 de l'UEMOA, elle dit les États membres de l'UEMOA s'engagent à adopter le système licence, master, doctorat comme cadre de référence des diplômes dérivés dans les universités et établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire de l'Union. C'est le LMD, c'est les 3 diplômes de l'enseignement supérieur. Et donc, on devait travailler à s'aligner. Maintenant, il y a un décret de 2006 qui dit que qui organise le baccalauréat. Et c'est à ce niveau qu'il est dit effectivement que le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. Et donc, c'est la relecture de tous ces textes-là qui devait apporter. Donc, actuellement, il n'y a pas encore de réforme au niveau du baccalauréat. C'est annoncé par le chef de l'État. Et comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas l'organiser cette année, on a dit en 2022. Et nous avons mis en place une commission conjointe, enseignement supérieur et éducation nationale, pour travailler à proposer au gouvernement donc une feuille de route et des modalités d'organisation de cet examen par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, à partir de 2022, qui va présider les jurys. Est-ce que c'est les collègues de l'enseignement supérieur qui vont toujours présider comme ils le font ou d'autres personnes? Comment ça va se passer, etc. La commission est en train de travailler. Donc, il n'y a rien eu. Donc, voilà ce que je voulais donner comme élément pour expliquer en fait quels sont les points qui sont querellés sur l'ensemble des dispositifs appelés réformes que nous avons mis en œuvre. Il y en a pas mal. Ce sont ces 2 éléments-là. Il y avait la question aussi, pour terminer sur ce point, il y avait la question donc de l'organisation des activités culturelles sportives. Nous avons suspendu ces activités parce que l'année dernière, nous avons eu vraiment chaud. On a failli perdre l'année, vous avez suivi. Il y a même des parents d'élèves qui ont dit d'abandonner, de laisser les élèves, on veut les contaminer tous, etc. Nous avons travaillé et nous avons réussi à sauver cette année scolaire-là. Les examens se sont très bien passés et je suis fier de dire que les résultats de l'année dernière, malgré le contexte, ont été meilleurs que ceux de l'année d'avant. Et moi, dans mon contrat d'objectif, là, je dois travailler à améliorer les résultats scolaires. Donc, je ne peux pas proposer quoi que ce soit qui va à l'encontre. Donc, ça a été fait. Et c'est sur cette base-là que nous avons décidé de suspendre toutes les activités de contact. Au moins, c'est une mesure barrière, mais nous avons décidé, puisque l'année est pratiquement achevée, nous avons dit pour tous ceux qui finissent leurs dernières évaluations, ils peuvent organiser leurs activités parce qu'il n'y a plus de problèmes liés à des craintes de perturbation de l'année scolaire liée à la maladie à coronavirus. Alors, des éléments assez clairs sur les réformes qui ont été engagées, le bien fondé, tout cela. Déjà, des réactions des juges. Juge Bouma. La première question, c'est pourquoi. Excusez-moi, pourquoi est-ce qu'il y a au niveau du sujet unique, l'explication que les encadreurs et les enseignants donnaient, c'est quoi? Mais c'est ce que je vous ai dit dans le cadre de la recommandation.
Vous voulez que je la relise pour vous? Non, pas dans le cadre de la recommandation. Il se fonde sur quoi pour dire qu'il faut forcément un sujet unique? Il y a plusieurs éléments. Au niveau du baccalauréat, je vous ai expliqué ce que le directeur de l'office de baccalauréat a dit. Oui, ça j'ai compris. Ça, vous avez compris. Oui. Au niveau des autres éléments, ils se sont fondés sur des bases, plusieurs SVT, l'évolution des sciences de l'évaluation qu'ils ont dit, qui fait que pour le choix des sujets, ils font des tableaux de spécification. Je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation. Je tiens à le dire comme on est suivi. Je dis ce qui m'a été dit par les spécialistes des sciences de l'éducation, par nos encadreurs. Et dans le cas des tableaux de spécification, ils disaient qu'avant, le choix de ces sujets-là se faisait sur la base de... Et ça concernait 4 à 5% du programme, quand il y avait des choix de sujets uniques. Mais avec les nouvelles évolutions des sciences de l'évaluation, on essaie de couvrir l'ensemble du programme. C'est divisé en spécifications et à l'intérieur de chaque spécification, on essaie de prendre des choses pour couvrir l'ensemble du programme. Et donc, ça fait en sorte que les élèves sont plus à l'aise, parce que si le sujet est choisi sur 4 ou 5% du programme, si vous n'êtes pas là-bas, ou si ça n'a pas été vu en classe, vous êtes perdu. Mais si c'est organisé sur plusieurs parties du programme, vous avez des chances d'y aller. Je suis mathématicien, je donne un exemple. Moi, quand je faisais le BPC à l'école, on avait une partie qu'on appelait algèbre et une partie qu'on appelait géométrie. Et le sujet d'algèbre pouvait compter sur 12 points en général et géométrie 8 points ou inversement. Et lorsque vous ratiez souvent la première question du sujet de mathématiques, vous avez raté tout l'exercice sur 8 ou 12 points. Aujourd'hui, regardez le sujet des mathématiques. Toutes les questions sont indépendantes. Et souvent, on vous donne la réponse de la première question dans la troisième ou dans la quatrième question pour nous permettre de continuer. C'est l'évolution des sciences de l'évaluation, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de très bonnes notes et on essaie d'évoluer pour avancer. Donc, ce qui a été dit, c'est ça. Donc, si vous regardez la deuxième recommandation, la nécessité d'adopter le sujet unique, l'épreuve unique d'histoire-géographie aux examens scolaires, la limite de la synthèse et du commentaire à couvrir l'ensemble des programmes. Nous, participants, demandons justement la relecture des textes régissant les épreuves en vue de diversifier les titres d'items dans la dite épreuve. Donc, c'est pour améliorer la qualité des épreuves et favoriser le succès des élèves. Ça, c'est important. Il y a la question de l'équité, c'est important aussi, parce que ces matières-là sont utilisées pour classer les candidats à l'accès au lycée scientifique, à l'accès à l'entrée en seconde, et donc ils souhaitent que tout le monde soit cassé sur le même sujet, au lieu que ce soit des sujets au choix. Donc ça c'est extrêmement important, et ils ont insisté sur l'amélioration de la qualité des épreuves pour la réussite scolaire. Donc voilà les éléments qui ont conduit ces encadreurs et ces enseignants à y aller, pour proposer qu'effectivement on puisse les maintenir et souhaiter le soutien institutionnel pour qu'on puisse avancer. Alors, ma deuxième question, c'est par rapport au baccalauréat, qui sera le premier diplôme universitaire. Il ne sera plus, il va l'être, ça va rester, ça ne va pas rester. Oui. Finalement, il reste le premier diplôme universitaire ou il ne le restera pas? Pour le moment, il reste le premier diplôme universitaire puisque les textes sont pris. Je vous ai dit qu'en 2021, c'est le statu quo. Nous ne pouvons pas l'organiser et nous travaillons à le faire dans de bonnes conditions. Donc il ne changera pas. Mais pour le moment, en 2022, il est prévu qu'il devienne le dernier diplôme de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire, pas le premier diplôme universitaire? Non. Pour ce qui en tout cas est programmé, à partir de 2022, il devient le dernier diplôme de l'enseignement secondaire. Et on a dit en plus, puisque les gens ont dit que ça c'est pour travailler à ce qu'il y ait moins d'accès, que l'accès soit régulé. Je voudrais d'abord dire, indépendamment même de cette réforme en perspective, l'accès à l'université est régulé. Les étudiants qui sont à l'université là, ils ne sont pas forcément dans les filières de leur choix. Vous allez dans la plateforme Campus Faso, vous faites un certain nombre de choix et on vous oriente là où votre moyenne vous permet d'aller en fonction du nombre de places disponibles. Levez-vous aujourd'hui, vous avez le baccalauréat série D, levez-vous comme ça pour aller déposer votre dossier en médecine, ça ne marche pas. Il y a des critères, il y a une certaine moyenne qu'il faut avoir déjà avant de déposer le dossier et on va sélectionner. Ça, c'est des critères que la réforme, qu'elle soit mise en place ou pas, c'est des critères qui restent. La crainte, c'est qu'il y ait des critères supplémentaires. Il n'y a pas de critères supplémentaires. S'il n'y a pas le premier diplôme universitaire, oui. Donc ça dit que l'accès va être conditionné. Non, pas du tout. On vous a dit dans la loi de l'orientation, on dit que c'est un titre qui permet l'accès à l'enseignement ou à la vie professionnelle. Imaginez que vous avez 40 000 bacheliers. 40 000 bacheliers. Et vous décidez avec ces 40 000 bacheliers d'organiser un test d'entrée à l'université. Vous allez dépenser encore des milliards. Vous allez avoir ces ressources où déjà que
les ressources pour l'organisation des examens scolaires, c'est très limité. On se bat pour couvrir les budgets, c'est pas évident. Cette année, le budget d'organisation des examens au ministère en charge de l'éducation est un peu plus de 16 milliards. Je pense que pour le baccalauréat, un peu plus de 5 milliards. Nous sommes à plus de 20 milliards. Après cela, vous allez ressortir des milliards pour contingenter l'accès. Ce n'est pas possible. Et nous avons dit clairement dans la déclaration liminaire, la déclaration liminaire du gouvernement, que l'accès ne sera pas contingent. On a donné des exemples. Au Mali, c'est organisé par le ministère en charge de l'éducation nationale, entièrement organisé par eux, même la présidente des jurys, c'est eux. Mais dès que les élèves sont admis à leur baccalauréat, ils déposent leur dossier sur la plateforme Campus Mali, ils sont orientés. Le Mali fait partie de l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire, c'est organisé par la direction des examens et concours du ministère en charge de l'éducation. Mais ils font appel aux professeurs des universités pour présider les jurys. Les élèves qui obtiennent, donc c'est un diplôme terminal de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire. Nos compatriotes qui sont en Côte d'Ivoire, qui obtiennent le baccalauréat depuis des années, et même cette année, quand ils arrivent, est-ce qu'ils sont soumis à des conditions différentes de ceux qui sont imposés à ceux qui font le baccalauréat au Burkina Faso? Ce n'est pas vrai. Donc on l'a dit, on le maintient. La déclaration liminaire circule partout, elle est là. Si demain c'est fait et puis le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, vous êtes là, votre tribunal est là, tout le monde est là, on va aviser. Donc c'est vraiment rassurer que pour nous c'est une réforme purement administrative qui n'attache à rien. Et comme j'ai dit aujourd'hui, qui va présider, qui va être à tel niveau, ce n'est pas arrêté pour 2022. Il y a une commission qui va apprécier. Moi j'ai demandé à mes techniciens qui participent à la commission de faire le point dans l'espace des pratiques. Et de ça, et de regarder les pays avec lesquels on a plus d'échanges au milieu universitaire dans l'espace UEMOA pour qu'on voit comment ça se passe et aller dans ce sens, dans la perspective de l'harmonisation du baccalauréat en 2025 dans l'UEMOA. Et donc il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème. Et moi j'aurais deux questions. La première c'est concernant le bac. Et moi j'ai écouté monsieur le ministre tout à l'heure. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'on a annoncé, et même pour venir communiquer, parce que nous nous rappelons que nous journalistes, lorsqu'on a appris que ça deviendra le diplôme terminal du secondaire, on a voulu comprendre comment ça se passe. On disait, il y a un point de presse qui va être organisé pour cela. Il a eu lieu, si ma mémoire est bonne, c'était un jeudi 18 mars. Donc c'est 2 jours avant que vous êtes rencontrés pour avoir une rencontre explicative sur... Non, c'est une rencontre d'harmonisation. Et d'explication pour que la communication gouvernementale soit une communication unique. C'est très important. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, si même 2 jours avant, pour ne pas, s'il faut arrondir les angles comme ça, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Non, on n'a pas arrondi des angles. Je vous ai expliqué, c'est moi qui ai demandé cette rencontre. Parce que j'ai dit au Premier ministre que si je sors expliquer au regard de ce que j'entends, ma voix ne sera pas audible. Et ce n'est pas faux. J'ai souhaité que tous les ministères concernés par cette formation puissent se retrouver, puissent harmoniser leur point de vue et avoir la même compréhension pour y aller. Et ça, c'est important. Imaginez que moi, je sortais, je communique, je donne un certain nombre d'informations. Après, le ministre de l'Enseignement supérieur, il sort, il donne notre information. Vous voyez les journalistes qui allaient dire qu'il y a de la cacophonie au sein du gouvernement. Depuis qu'on a communiqué, vous avez vu une cacophonie? Le ministre de l'Enseignement supérieur a expliqué les choses. On s'est retrouvé avec la commission qui doit travailler sur le basculement ou le transfert de l'organisation du baccalauréat au ministère en charge de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est bien expliqué là-dessus. C'est ça qui est important. Voilà. J'aurais peut-être ne pas pu vous donner cette information, mais je pense que c'est une information importante pour montrer comment on fonctionne et comment on travaille. Et c'est important. Donc, sur ce point de vue-là, vous avez raison que le gouvernement a un peu tardé pour communiquer, mais je vous explique les raisons qui ont amené cela. Il était important qu'on ait la même compréhension de la chose et qu'on puisse aller ensemble pour expliquer les choses et avancer. C'est important. Sinon, moi, je viens, je dis, bon, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. Après, le ministre de l'Enseignement supérieur, il dit, voilà, il y a ceci, il y a cela. Vous nous avez souvent accusé au niveau du gouvernement d'être dans la cacophonie. Pour un sujet aussi important, c'était important, effectivement, qu'on se retrouve. Et lorsqu'on s'est retrouvé, maintenant, quand vous dites qu'on a annoncé on n'a pas annoncé des réformes. Le gouvernement n'a pas annoncé des réformes. N'a pas annoncé dans le document du président du Faso, que beaucoup n'ont peut-être pas lu, c'était annoncé. C'est quand le décret a circulé dans les réseaux sociaux, le décret présidentiel sur les attributions des membres du gouvernement, que quelques semaines après, les gens ont commencé à en parler. C'est tout.
Donc il n'y a pas eu d'annonce. Bon, on a beaucoup de choses dans les projets là, de sociétés qu'on a vus et tout là, mais qui ne sont pas encore mis en œuvre. Oui, mais ça c'est normal. Oui, mais là, lui, il n'est pas encore mis en œuvre aussi. Okay. Cette réforme-là n'est pas encore mise en œuvre. Ce que je vous explique. Cette année-là, le bac n'a pas changé. Ça viendra. C'est ce qui fait graisser les dents parce que bon, on comprend. Oui, non, je comprends bien. Tout à l'heure, vous disiez qu'au sein du monde enseignant, je parle de la recherche, du niveau supérieur, vous avez entendu beaucoup de choses qui vous ont frustré et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est tassé? Non, je suppose que les gens ont compris et certainement avec ces études, ils comprendront. Moi, c'est le plus important. Le reste, vraiment, je continue mon travail. Mais c'était important qu'on clarifie les choses parce que vous voyez, quand on véhicule ce genre d'informations-là, on travaille à vous rendre moins crédible vis-à-vis de certains acteurs que vous allez solliciter demain pour vous accompagner. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur cette réforme. Et donc, c'était important pour moi que cela soit fait. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est tassé ou pas? Vraiment, je ne sais pas. Moi, je suis heureux de dire que ce soit donc les acteurs vraiment clés de l'organisation de l'examen ont été édifiés par cette situation. Maintenant, que les gens véhiculent l'information ou pas, ce n'est pas un problème. Moi, maintenant, ça me permet de continuer. Donc, je ne peux pas évaluer ce qui s'est passé après, mais je trouve que ça a été une très bonne chose qu'on puisse avoir une vision harmonisée pour avancer dans cette réforme. Vous disiez, la question du sujet unique, c'est vrai que ça a beaucoup cristallisé les attentions parce qu'on a vu les petits jeunes qui sont sortis avec ce qu'on a vu à notre fameux rond-point très mythique à Ouagadougou. Voilà, rond-point des Nations Unies. Et aujourd'hui, on présente le ministre comme celui qui ne veut aucunement recevoir ses élèves, qui ne veut aucun contact avec ses élèves. On a entendu, et moi j'écoutais encore le mot à dire de David Nana, où beaucoup disaient pourquoi est-ce que le ministre n'accepte pas au moins de les rencontrer, même si ce n'est pas une consultation pour décision, mais au moins les rencontrer pour discuter. Ça, c'est ce qui revient. Non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison d'aborder ce sujet qui est extrêmement important. Vous savez, c'est au détour d'une question d'un de vos confrères que j'ai dit. D'abord, j'ai dit que ce n'est pas parce qu'il y a eu des manifestations d'élèves que la réforme n'est pas bonne. Nous allons continuer de sensibiliser et nous allons avancer dans les réformes. Deuxièmement, j'ai dit, il n'appartient pas aux élèves de dire comment ils doivent être évalués. Ça, je l'ai dit et je maintiens cela. Maintenant, quand on dit qu'il a dit qu'il ne va pas les recevoir, il refuse de les rencontrer, je mets au défi quelqu'un dans ce pays-là, et même cette organisation AESO, de me dire s'ils ont déposé une demande d'audience auprès du ministre. Aucune structure n'a déposé. Il y a une structure qui avait déposé une demande, une association des délégués du Kadiogo, qui avait déposé une demande d'audience. Ils ont mis association des délégués du Kadiogo pour parler de l'organisation des activités culturelles et autres. J'ai demandé, et c'est mon principe de fonctionnement, nous sommes dans une république, il y a un ministère qui s'occupe et il y a une loi qui régit les associations dans ce pays. Quand vous organisez une association, vous devez respecter cette loi-là. J'ai demandé à mon protocole de demander à cette association de joindre dans leur demande d'audience leur récépissé de constitution. Ils n'en ont pas. Ils ont disparu. Ils sont en train de travailler même à constituer maintenant. Je leur ai dit, mais à partir du moment où vous êtes une organisation illégale, moi je ne peux pas vous rencontrer. Deuxièmement, l'AESO n'a jamais. L'AESO, quand ils ont fait leur manifestation, la première manifestation c'était donc du 29 au 30 mars. Le 29 ils ont fait une marche, ils sont venus. C'est une lettre de protestation. Ils n'ont aucunement demandé une audience. Ils ont protesté contre les réformes en cours. Deuxième chose, ils se sont constitués en 18 organisations. Il y a l'AESO plus d'autres organisations pour appeler les associations à se mobiliser pour faire échec à ces réformes. Et puis, ils ont lancé un mot d'ordre de manifestation de 72 heures du 29 avril au 1er mai. L'AESO n'a jamais demandé. Et je vais vous dire pourquoi l'AESO ne peut pas demander une audience. C'est par rapport à ce que je vous ai dit. En 2018, pendant l'année scolaire 2018-2019, le président de l'AESO, c'était Draman Sankara, qui est resté longtemps, que vous avez connu. Ils ont fait des manifestations et tout. Après, vers la fin de l'année, il m'a adressé une correspondance parce qu'il voulait organiser une activité. Il voulait une audience. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a besoin de votre récépissé. Le récépissé ne vient pas. J'ai pris le soin de vérifier au niveau de la DGLPAP, la Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques. Pas de traces de récépissé. J'ai vérifié au Haut-Commissariat, parce qu'avant que le gouvernorat ne se constitue, il y avait des Hauts-Commissariats. Aucune trace de récépissé. On a vérifié au gouvernorat, aucune trace. J'ai dit à mon directeur de cabinet, appelle Draman Sankara et demande à Draman Sankara, je vais les rencontrer, on va les accompagner, mais je vais les récépissé.
Parce que si vous êtes une association, il faut que vous ayez un récépissé. Draman Sankara a dit à mon directeur de cabinet que le récépissé, malheureusement, qu'il y a un problème parce que le récépissé là est avec son adjoint qui est dans le coma. Quand ça m'a été rapporté, j'ai dit à mon directeur de cabinet, rappelle Draman Sankara et demande à Draman Sankara de nous dire où se trouve l'adjoint, dans quelle structure sanitaire il se trouve. On va aller le voir, on va accompagner et puis on attendra votre récépissé pour vous rencontrer. Il a disparu. Donc moi, j'ai pas de problème à rencontrer l'AESO pour discuter de quoi que ce soit, mais qu'ils viennent déposer une demande d'audience avec leur récépissé. Alors, monsieur le ministre, monsieur le ministre, vous le dites, il y a eu un travail de sensibilisation sur le terrain pour convaincre en tout cas les concernés, les élèves sur pour expliquer à ces élèves-là le bien fondé de la réforme. Il y a eu ce point de presse conjoint avec avec le ministre en charge de l'enseignement secondaire. Mais pourquoi justement en face le destinataire final du message n'est pas convaincu? Est-ce qu'il y a manipulation comme certains le disent? Mais il y a naturellement manipulation. Il y a une structure syndicale de l'enseignement, donc de l'éducation, la FSINTER, a fait une déclaration clairement pour dire qu'elle soutient les manifestations des élèves. Vous avez vu de l'unité d'action syndicale? De quelle unité? Ça existe. Quelle unité? L'unité d'action syndicale. Mais avec qui? Avec l'AESO. Je vous ai dit qu'on attend toujours le récépissé de l'AESO. Moi j'attends de voir les récépissés. En tout cas on a fouillé, on n'a pas vu de traces, ils ne nous ont pas produit. J'attends d'avoir les récépissés. Quand vous faites une unité d'action, c'est avec des structures légalement constituées. Moi j'espère que après cette émission-là, l'AESO sorte et me contredise. Ça je le souhaite. Je vais présenter mes excuses, je vais rencontrer l'AESO. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas convaincu que l'AESO ait un récépissé. Donc vous parlez de quelle unité? Vous parlez de quelle unité? Et que je vous ai dit, la FSINTER a participé. Elle a participé. Elle fait partie des participants qui ont adopté le rapport général et qui ont fait les recommandations. Je suis surpris aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre, la crise a pris une autre tournure avec ce qu'on a vu au lycée Philippe Zenda Kaboré. Et puis j'arrive, oui. Peut-être avant que vous le dites, pourquoi ça ne prend pas et autres. C'est vrai qu'il y a cette structure qui les soutient et qui a ouvertement dit, je vais me rencontrer tout à l'heure, on va échanger parce qu'ils m'ont adressé une lettre ouverte. Je souhaitais échanger avec la FSINTER sur ces questions. Mais ce que je voudrais vous dire, vous voyez, quand on parle, après les gens ils cassent des établissements, ils font un certain nombre de choses parce qu'on a parlé. Sinon, nous sommes en train de faire le point de la situation. Quand vous prenez la région du centre, vous avez 1033 établissements du post primaire et secondaire. Sur l'impact de la grève? Oui. Vous avez 1033 établissements. Il n'y a que 15 qui connaissent des perturbations. Donc, quand je le dis, ce n'est pas pour saboter leur lutte. Je ne souhaite pas ça. Et je ne souhaite pas qu'à l'issue de cela, ils fassent comme ils l'ont fait. Parce que quand on avait dit qu'ailleurs ça se passe bien et que c'était aux Zenda et au Nelson, ils sont allés faire sortir les élèves du Marienne, ils sont allés faire sortir des élèves du Bambata, ils sont allés faire des violences au niveau du lycée Rimvougré, à Karpala, où ils ont jeté des grenades lacrymogènes dans les classes. Ils l'ont fait dans les classes. On a un prototype de ces grenades lacrymogènes-là que des élèves ont dans leur sac. Ils les jettent dans les salles quand les élèves ne veulent pas sortir. Donc dans notre pays, la liberté de manifester est reconnue, mais la liberté de ne pas manifester aussi est reconnue. Pas plus tard que hier, dans une direction provinciale de notre pays, des représentants de la FSINTER sont allés pour demander au directeur provincial de laisser les élèves manifester et de dire aux policiers de ne pas les empêcher. Le directeur provincial leur a dit, eux, ils n'ont jamais empêché les manifestations des élèves, mais ce qu'ils empêchent, c'est que des élèves viennent obliger des camarades à sortir des classes. C'est ça en fait. Alors, vous avez parlé de cas de violence, on a vu ce qui s'est passé au lycée Philippe Zenda Kaboré. Au Nelson également, on parle de séquestration d'enseignants. Et on a également le cas malheureux de Kongoussi. Qu'est-ce qui a été fait pour ces cas-là qui sont suffisamment graves et qui ont indigné l'opinion nationale? Alors il faut dire que pour le cas de Kongoussi, effectivement c'est grave. Je suis passé donc à la radio-télévision du Burkina pour expliquer la situation et appeler vraiment les gens à savoir raison garder, parce qu'on a beaucoup de situations. On a des milliers plus de 2000 établissements fermés liés à la crise sécuritaire. On a beaucoup de morts. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a 15 de nos compatriotes qui ont été assassinés à Djarara, etc. J'ai dit il faut qu'on arrête ça. Mais le procureur s'est saisi du dossier et une enquête qui est en cours. Pour ce qui est du cas du lycée Philippe Zenda Kaboré, pour ce qui est du cas du lycée Philippe Zenda Kaboré, donc l'enquête aussi est en cours. Certaines personnes ont été arrêtées et j'espère que cette enquête va aboutir et que des responsabilités seront situées. Donc, sur ces deux faits-là, je souhaite ne pas faire de commentaires. D'accord. Parce que ça. Maintenant, pour la question du lycée Nelson Mandela,
ce qui s'est passé, ils ont séquestré le proviseur et la conseillère principale d'éducation. Et après, ils l'ont escorté en lui demandant où se trouvait son véhicule. Son véhicule n'était pas là, il s'était fait déposer et tout. Et quand ils l'ont escorté jusqu'à la porte, ils lui ont dit qu'ils ne souhaitent plus le revoir dans l'établissement. C'est lui le chef d'établissement. Si le chef d'établissement et la conseillère principale ne sont plus là-bas, c'est que l'établissement est fermé de fait. Donc voilà la situation. Pour les Zenda, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la manifestation du lundi qui a provoqué la destruction du véhicule du proviseur et l'administration, il y a eu des destructions pendant les jours de manifestation qui ont précédé cette journée. Ils ont détruit plus de 300 tables-bancs. Nous sommes à 314 tables-bancs complètement détruits. Les ampoules ont été tous cassées. Les installations électriques ont été totalement vandalisées. Et nous sommes en train de faire le point là-dessus. Et donc, ce qui s'est passé, donc le coup, c'était le lundi, quand ils ont fait la manifestation. Et ce jour-là, le proviseur était dans mon bureau. C'est moi qui ai appelé le directeur général de la police nationale pour dire qu'il y a une secrétaire qui est enfermée dans les toilettes. Ils sont en train de saccager le bureau du proviseur, ils sont en train d'atteindre son bureau. Il faut vraiment aller la libérer parce qu'effectivement, le chef d'établissement, dans le décret portant protection du domaine scolaire, donc le domaine scolaire est inviolable. Mais le chef d'établissement est le seul à même d'autoriser les forces de défense et de sécurité à y pénétrer et à maintenir l'ordre. Et cette réquisition avait été établie depuis vendredi pour les forces de défense et de sécurité au regard de la situation dans un certain nombre d'établissements. Donc ils sont intervenus légalement après, comme moi j'ai appelé, pour dire ils sont dedans parce qu'ils ne venaient pas. Et là, c'est là ils sont rentrés pour disperser les manifestants, pour pouvoir libérer la dame. Et on a constaté donc ce que vous avez vu. Et aujourd'hui, l'établissement n'est même plus fonctionnel. Quand j'apprends que le responsable de la réseau dit qu'on a fermé le Zenda, on a fermé le Nelson et les autres fonctions, c'est pour ça qu'ils sont en train d'aller sortir les gens. On n'a pas encore fermé ni le Zenda ni le Nelson. Il n'y a pas de document administratif qui prouve cela. Mais c'est des établissements, comme l'a dit le directeur régional, qui ne sont pas fonctionnels actuellement. Et ils sont même fermés de fait. Et donc c'est pour cela que nous avons mis devant donc, un dispositif sécuritaire pour éviter donc que des gens puissent rentrer comme ça et puis piller ou vandaliser ce qui reste. Alors, dans le sens de la communication, il nous a été revenu qu'aujourd'hui vous allez rencontrer les élèves. Est-ce que vous confirmez? Non. Comme je vous ai dit, aucun élève n'a demandé à me rencontrer. Mais ce que je vais vous dire, on fait de la sensibilisation. Les élèves là, ils sont reçus. Un délégué d'un établissement là, il est sous la coupe du chef d'établissement. Ils sont régulièrement reçus. Le chef d'établissement là, c'est le représentant du ministère de l'Éducation ou du gouvernement dans l'établissement. Donc, on reçoit régulièrement les élèves, les directeurs provinciaux, les directeurs régionaux. À la date d'aujourd'hui, aucun élève, je mets au défi, qui me montre une demande d'audience. Aucun élève n'a demandé à me rencontrer et donc pour le moment, je n'ai pas donc prévu de rencontrer des élèves. Par contre, je vais rencontrer la FCINT. J'ai souhaité rencontrer la FCINT et j'espère que ça se fera dans quelques minutes. Après cela, je vais rencontrer un syndicat donc des encadreurs pédagogiques qui a souhaité me voir autour de cette question et puis un autre qui a souhaité me voir sur d'autres questions liées au protocole d'accord que nous avons signé avec les partenaires. Donc j'ai trois rencontres prévues aujourd'hui et je vais continuer de le faire et vous dire que chaque mois, et la dernière rencontre c'était le 7 mai dernier, nous rencontrons les 15 structures syndicales du ministère avec lesquelles le gouvernement a signé un protocole d'accord le 27 janvier 2018 autour de 56 points. Et nous avons fait le point avec eux le 7 mai. 44 points sur 56 ont été mis en œuvre. Il y a 12 qui ne sont pas encore mis en œuvre, dont un est hors délai. Et nous travaillons au fur et à mesure à la mise en œuvre. Nous avons fait le point. En un mois, nous avons réussi à prendre des actes d'avancement pour près de 40 000 agents. On a presque clôturé. Ce qui n'est pas encore fait, c'est des gens qui n'avaient pas toutes les notes. C'est une première. Et pourquoi cela a été fait? Parce que j'ai obtenu du ministre de la fonction publique et du ministre des Finances que le contrôle financier soit un verrou qui soit sauté dans cette procédure pour ne pas allonger, parce que c'est un problème récurrent. Donc on les rencontre, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, tout ce qui dit, il ne veut pas rencontrer aucune structure d'élèves légalement constituée ne m'a demandé une audience. Même celle dont je doute de la légalité. Personne ne m'a demandé une audience. Juge va. Moi j'aurais deux questions, parce qu'on a abordé tout à l'heure la question de Zenda. Moi j'ai vu beaucoup de réactions, même la FCINT qui dénonçait la répression. Quel commentaire vous faites là-dessus? Parce que c'est important, vous avez été... Oui, vous savez souvent, vous êtes sur le terrain et vous le savez, peut-être on est au tribunal, vous ne parlez pas. Mais ils affrontent les forces de l'ordre. Souvent de 8h à 16h. Ils lancent des pierres, ils blessent des gens. Vous avez vu l'ambulance qui a été caillassée?
l'ambulance qui a été cassée, des blessés et tout. Donc à un moment donné, on essaie de disperser. Sinon, notre objectif, et moi je voulais féliciter les forces de défense et de sécurité qui, jusqu'à présent, ont évité un certain nombre de situations et qui font des efforts. Donc ils peuvent dénoncer, comme je vous dis, nous avions une secrétaire dedans. Donc on a témoigné. Quand il saccageait, et je voudrais peut-être vous poser la question, ou à ceux qui condamnent la répression, est-ce qu'ils souhaitaient qu'on laisse que la dame soit agressée ou ils souhaitaient qu'on puisse la protéger? Et moi je considère que les forces de défense et de sécurité ont fait un très bon travail. Les gens disent voilà, ils vont féliciter parce qu'ils ont fait un très bon travail. Ils continuent de le faire avec professionnalisme. Je souhaite que cela se poursuive. Notre objectif, ce n'est pas ça, mais c'est d'amener les gens à respecter la liberté des autres et puis on peut continuer d'avancer et de discuter. Et dernière question, mais rassurez-vous, monsieur le ministre, je rappelle des récriminations. Ah oui, je sais, je suis au devant de l'actualité, mais comme ce n'est pas des juges qui vont me mettre en prison, je me permets certains écarts. D'accord. Et deuxième question, bon, ça me plaît bien. C'est la deuxième ou la dernière? Bon, la dernière. Mais vous avez tout le temps, si vous souhaitez. Attention, président. C'est lui qui dit. C'est le président. Bon, d'accord, toutes mes excuses, président. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'au départ, vous démontrez que sur la question des sujets uniques, c'est même pas vous, c'est des propositions. Maintenant, on a l'impression que sur certains aspects, il y en a qui ne s'assument pas parce que vous êtes dans un combat isolé. C'est vrai qu'il y a la FCT qui, après avoir dit oui sous la réserve de la communication, ou je ne sais pas quoi, et les autres, là, ils sont où? Parce qu'on a l'impression que c'est votre affaire. Oui, on peut avoir le sentiment. Vous savez, même ça, il y en a qui disent que... Il y en a même qui m'ont même dit quelque chose d'extrêmement grave. Que le président a fait ça pour te piéger, pour te casser. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et le président a pris des engagements. Il va être jugé sur un programme. Il sélectionne des personnes qu'il considère à même de l'aider à mettre en œuvre son programme. Et puis, bon, il va lui mettre des bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas. J'ai dit à ces personnes-là, franchement, je ne souhaite plus entendre ça. C'est librement que j'ai accepté cette mission. Si je ne peux plus l'assumer, si mes conditions me permettent de le faire, je vais y aller. Mais pour le moment, je suis convaincu et je suis engagé à accompagner le chef de l'État. Maintenant, sur la question de s'assumer ou pas, ce que vous dites, c'est malheureusement cela dans le pays. Hein. C'est cela. Si c'est pas parce que maintenant on a dit ça là. Et tous ceux qui ont travaillé là, ils sont tapis. Mais c'est parce qu'un d'entre eux, qui est même un militant de la FCINTER, mais qui n'est pas venu en tant que militant de la FCINTER, mais qui est venu comme enseignant. C'est un d'entre eux qui est venu un jour dans mon groupe, me dit, mais lui, il ne comprend pas cette levée de bouclier. C'est eux-mêmes qui ont demandé cette réforme et ils se sont engagés à aller sensibiliser. C'est là que je dis, mais tiens, c'est bon que j'ai tous les documents. Et c'est là quand j'ai vu les documents, je dis, mais voilà. On a passé le temps à raconter certaines choses. Donc les gens, il y a beaucoup d'argent, les gens ne veulent pas s'assumer. Mais est-ce que ça doit m'empêcher moi de m'assumer? Moi, je m'assume dans ce que je fais. Oui. Je vous explique le contexte et tout. Mais je pense que c'est une question assez délicate. En tout cas, nous demandons aux gens de pouvoir s'exprimer. Maintenant, quand ils parlent de FCINTER, d'autres syndicats, il y a un groupe dit de G16 qui a quand même fait une déclaration en expliquant les bien fondés de tout ce qui est fait et en s'alignant sur la question du baccalauréat, en s'alignant sur la question des sujets uniques. Donc il y a des gens qui le font, peut-être qu'ils ne le font pas de la même façon, peut-être que pour d'autres c'est moins audible et tout, mais effectivement, comme vous avez dit, c'est important si on veut s'en sortir, quand on prend une décision, qu'on s'assume. Quand on accepte d'aller dans quelque chose, qu'on s'assume. C'est ce que je peux dire. C'est ce que vous voulez nous conclure, que c'est tellement cette frustration qui a fait que vous-même vous êtes resté dans votre cocon en ne voulant pas aussi sortir dire c'est pas mon problème. Non, pas du tout, comme je vous ai dit. Parce que quand vous vous expliquez, on sent de la frustration, on sent de la déception, que des gens qui initient quelque chose ne portent pas ça. Non, parce que... Mais qu'il y a beaucoup de commentaires qui ne disent rien. Non, vous savez, moi j'ai pas pour habitude d'exposer des personnes. Je ne peux pas exposer des personnes, mais d'expliquer des situations. Il y en a qui pensent qu'on les a exposées, il y en a qui considèrent parmi eux qu'on les a exposées. Moi, je n'ai pas pour habitude de le faire. Je considère qu'à partir du moment où j'ai porté la réforme, c'est mon affaire. Je vais faire le travail. Mais quand on écoute les médias, parce qu'on a besoin aussi que l'opinion comprenne. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à dire, mais voilà ce qui s'est passé. Mais ça n'enlève à rien le fait que je suis le propriétaire de tous ces dossiers et je vais travailler à les mettre en œuvre. Maintenant, si on n'arrive pas à le faire, on va aviser. Ça, je tiens vraiment à le dire sur ce chose. Ce que j'ai dit et que je maintiens, et je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai partagé avec le président du FASO, son excellence, monsieur le président du FASO. J'ai été frustré d'entendre. Je suis universitaire. Je vous dis que j'ai été... Des collègues m'ont rencontré, des responsables syndicaux de l'enseignement supérieur m'ont rencontré. Quand je leur ai présenté le programme du président, et même ils ont dit donc transfère-nous ça, ils n'ont pas vu, et puis ils sont partis. Donc j'ai voulu que cela puisse se faire, mais sinon,
tout ce que j'ai dit n'enlève à rien le fait que tant que je suis là, ce sont mes dossiers et je vais travailler à le faire. Que des gens acceptent de m'accompagner en s'assumant, qu'ils soient collaborateurs ou pas, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, on va s'assumer. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes au terme de cette émission. Comme on l'a dit, c'est nous qui gérons le temps et malheureusement nous sommes au terme de cette émission. En tout cas, on a eu le plaisir de vous avoir sur ce plateau et avec vous, nous avons eu votre part de vérité sur la crise, en tout cas liée aux réformes entreprises par le gouvernement dans l'organisation des examens au concours. Nous allons dire merci au juge au siège pour les clés de lecture aussi, tout ce qu'on a pu partager comme analyse tout au long de cette semaine. Alors, cette convocation marque en tout cas le dernier de cette semaine. On se donne rendez-vous lundi pour d'autres actualités à juger. En tout cas, en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV WAFM. Excellente journée et merci. Merci beaucoup.